Donc lui, il a fait il a développé en fait une forme de ce champignon-là qui est non sporulente pour qu'il soit consommé par les fourmis. Qu'ensuite le champignon, quand il va se développer à l'intérieur des fourmis, elles vont le manger et elles vont l'emmener en fait à l'intérieur de la colonie. Donc toutes les fourmis vont pouvoir consommer de ce champignon-là ou pas. Toujours est-il que la fourmi, elle va se faire coloniser par le champignon, et dès que le champignon il aura mangé et qu'il aura plus de nourriture dans cette fourmi-là, et ben c'est là qu'il va développer son carpophore. C'est là qu'il va développer donc l'organe qu'on va ramasser, de cordyceps, et c'est cet organe reproducteur en fait qui va inoculer toutes les autres fourmis de la fourmilière. C'est-à-dire que les spores vont se balancer à travers toute la fourmilière, et toute la fourmilière après peut se faire éradiquer juste par ce Éradiqué par champignon. un Et c'est champignon. surtout ce qui est très intéressant, c'est que ça marche à l'intérieur des structures. C'est-à-dire qu'elles peuvent se cacher dans les interstices du bois et tout, aucun souci, le champignon. Ouais. À partir du moment où Surtout quand on a des termites, la on spore les... est arrivée sur l'insecte, si l'environnement après est propice, parce que les champignons ils sont forts pour ça, hein, dès que l'environnement est propice, hop, Ils colonisent, y vont ouais, direct. Ils laissent pas de place. Ils laissent pas de place, c'est clair. Et donc en fait, autre application de ce champignon-là, le cordyceps. Après moi je suis pas médecin, donc je vais pas m'avancer dans des allégations thérapeutiques. Ouais. Mais c'est des champignons en fait qui sont connus et utilisés depuis des milliers d'années dans la pharmacopée chinoise pour soigner, pour guérir des maladies, pas d'allégation thérapeutique, mais pour en tout cas aider l'humain à aller mieux, on va dire. Et Paul Stamets et bien d'autres, hein, des spécialistes de la médecine chinoise bien avant lui, en fait, ont établi par exemple que dans certains types de champignons, donc le cordyceps, ils l'appellent l'or vivant parce que c'est le champignon le plus cher au monde, en fait, tout simplement. Je pourrais pas donner un ordre de prix au kilo, mais c'est un truc qui est gros comme une tête d'épingle quand on le ramasse. Et en termes de poids sec, c'est plus cher que le platine ou le diamant ou n'importe quoi. Ouais. Ah oui, complètement. Bah, Du coup, pourquoi ils poussent pas comme ça il pourrait, là, il y a des tas de personnes qui s'intéressent, parce que quand on connaît le prix économique du champignon là, hop, on en oublie en fait son utilité en médecine et en on veut le reproduire, on veut en vendre, on veut le multiplier. Et donc en ce moment même, des tas de personnes sont en train de créer les itinéraires techniques de culture de ces champignons-là. Ce qui est très intéressant en soi, mais si on sort uniquement du point de vue économique de l'utilisation de ce champignon-là. Parce que, mis à part celui-ci, il y a d'autres champignons comme le tramète queue de dinde, tramète versicolore. Parce qu'en fait, il l'appelle queue de dinde parce qu'il a vraiment une couleur et une forme qui fait penser à la queue d'un dindon. D'accord. Avec les petites circonvolutions comme ça. C'est un champignon qui est magnifique d'ailleurs parce qu'on dirait un arc-en-ciel de couleurs quand on le trouve dans la forêt. Il fait en plus des tas de petites gondoles comme ça sur les troncs de bois morts qui colonisent. Et dans ce champignon-là, contiendrait des principes actifs qui seraient donc médicinaux et très utiles pour lutter contre les tumeurs cancéreuses. Voilà. Il y a une vidéo d'ailleurs que Paul Stamets aussi encore a fait, où il parle de ça, le fruit défendu de la médecine par les champignons, et où il aurait contribué en fait à aider à soigner sa mère à partir des tramètes queue de dinde. Est-ce qu'il y aurait une possibilité, je crois qu'on puisse même, je sais pas, peut-être même désiradier des zones avec des champignons? Désiradier, non, je pense pas. Non, là, j'y Désiradier, vais non. trop loin. Après, décontaminer complètement. Ouais. Complètement, en fait, notamment, je vais encore citer Paul Stamets parce que c'est quand même une référence pour les jeunes couillons comme moi, pour la décontamination aux hydrocarbures. Parce que si on part du principe en fait qu'un hydrocarbure, c'est un complexe d'hydrogène et de carbone, qu'on revient à l'idée en fait de mettre le carbone dans le sol, etc. Si jamais on trouve un être vivant, parce qu'on arrive à régler le problème des hydrocarbures en faisant quoi? De l'enzymation, ou même par procédé chimique, etc. En fait, on casse le truc, on en fait une bouillie dégueulasse, on peut plus rien faire avec. Mais c'est moins gros que ce qu'on avait sur le bord de la plage. Paul Stamets, lui, a inoculé en fait des gros tas de ce qu'on a ramassé pendant l'Erika, là, avec de la matière organique qui était mélangée dedans, donc il y avait autant des cadavres d'animaux que des bouts de bois, que des choses qui flottaient, etc. etc. Un environnement d'ailleurs très très difficile à coloniser, puisque ça sortait de la mer, donc il y avait du sel, etc. etc. Et en fait, on parle d'enzymes, les champignons digèrent avec de l'enzyme. Donc ce qui est intéressant d'avoir trouvé, c'est un champignon qui est capable en fait de liser cette liaison hydrogène-carbone. Parce que quand on lise cette liaison hydrogène-carbone, l'hydrogène, lui, c'est pas un truc qui va s'accumuler en forme solide dans le sol. Il va retourner dans l'atmosphère sous forme
atmosphérique, et le carbone, lui, peut devenir en fait un bout de charbon, et donc nourrir les êtres vivants enfin, qui sont dans le sol. Là, ça devient accessible aux plantes. On me dit, si le champignon n'est pas comestible, a-t-il les mêmes vertus? Si le champignon n'est pas comestible, Oui. faut pas le manger. Bah oui, il va le manger, mais Voilà. il peut avoir Après, d'autres vertus, ça veut pas dire... Non, Ah oui, c'est complètement. ça, Bah, c'est de ça. toute façon, tous les champignons ont des vertus. Si c'est pas une vertu qui intéresse l'humain, parce que quand moi je parle des champignons, vraiment je remets l'humain à sa place de, comme la fourmi tout à l'heure. Voilà, l'humain, ce n'est ni plus ni moins en fait qu'un des êtres vivants parmi la biodiversité d'êtres vivants qui constitue la vie sur la Terre. Et donc, quand tu sors de ce truc-là, bah, les champignons, ils ont des vertus en écologie, en agriculture. Il y a des tas de champignons qui ne vont pas pouvoir se consommer pour digérer la litière dans certaines forêts, comme les forêts de hêtres, où la litière est extrêmement dure à digérer pour des champignons. Donc il y a des champignons qui sont vraiment spécialisés sur c'est des petites feuilles en fait qui collent très très bien et puis qui font des tapis très très épais où il y a très très peu d'oxygène dedans. Bah, tu vas avoir toute une flopée de mycénoïdes, de variétés de champignons que si jamais tu les manges, tu peux subir des syndromes comme le syndrome muscarinien avec les mycènes. Enfin bref, il y a des tas de toxines qui sont produites par les champignons, mais qui ne font pas en fait que c'est un champignon qui est néfaste du tout, bien au contraire. Ces champignons-là, par exemple, si tu as une forêt de hêtraies et que tu les mets tu vas aider en fait à la matière, les feuilles à se décomposer, et donc en fait à ta forêt de se nourrir par elle-même, tout simplement. Alors que si tu le consommais toi, tu mourrais quoi. Enfin, tu mourrais peut-être pas, mais tu t'intoxiquerais Parce que peut-être sérieusement. les champignons, voilà, bon, évidemment, on connaît les champignons comestibles de certaines espèces. Bon, bah, champignons de Paris, voilà, tu as parlé des pleurotes, les girolles, comment dire, les cèpes aussi. Oui. Mais, Alors, un truc qu'il faut savoir, parce que là, je veux vraiment insister sur ce truc-là, c'est tous les champignons comestibles peuvent être toxiques. Il faut vraiment le savoir. Bah alors Parce explique-nous que- ça, c'est parce que- intéressant. Toutes les sorties mycologiques que je fais avec des amis que j'emmène pour faire de la détermination, etc., tu vois toujours le gars qui va débouler avec son seau ou avec son sac plastique ou avec son quoi que ce soit. Et même ceux qui arrivent avec des paniers peuvent se faire des intoxications. Pour une raison simple, en fait, c'est que le champignon n'est bon que si déjà on est sûr de sa détermination et s'il est frais et en bonne santé. Si c'est un champignon qui a commencé à trop vieillir, donc il faut non seulement pouvoir déterminer l'espèce du champignon, mais surtout, et c'est le plus important, l'état de fraîcheur. De toute façon, en détermination, moi, autant que les plus grands mycologues, dès qu'il y a le moindre doute, on ne ramasse pas. On ne ramasse pas et surtout on ne teste pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler des champignons, oui, mais moi, parce que tu connais un peu, c'est très très bien, mais des intoxications, t'en fais une. Hein. Après, et certains types d'intoxications, t'en fais qu'une d'ailleurs. Ça t'est déjà arrivé, toi? Une Moi, intoxication par intoxication, champignon? non, jamais. Non. Pas aux champignons. Pas aux Parce qu'en fait, je champignons. mange que ceux que je ramasse. D'accord. Comme ça, c'est pas Et puis compliqué. tu Parce connais que, bien, j'imagine parce que que tu là, te je suis trompes pas. allé à Leclerc il y a pas, à la saison d'automne, là, voir l'état des girolles et tout. Il y a des girolles qui sont tout simplement toxiques pour la consommation parce qu'elles sont très très mal conditionnées et parce qu'il y a déjà, tu vois, les bactéries, les moisissures qui sont en train de se développer dessus. Et ces toxines, c'est des toxines qui sont produites par ces consommateurs de mycophages, en fait, on va appeler, qui vont manger les champignons derrière, qui vont intoxiquer la personne qui va le manger. D'accord. Et d'ailleurs, une intoxication aux champignons, c'est très 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 très, très douloureux, donc vaut mieux éviter. Ah, c'est très douloureux. Très très douloureux. On Parce évite. que c'est vraiment interne. Il y a des différents types d'intoxication. Pareil, c'est pas vraiment ma spécialité. Pour éviter les intoxications et à m'y intéresser, je préfère faire de la détermination et être rigoureux et strict en fait sur. Parce que la détermination, on peut connaître le monde des champignons, on peut connaître tout un tas de choses sur les champignons. Mais on peut se retrouver devant un champignon qui, quand on va faire son séquençage, va dire c'est celui-ci et se retrouver dedans et avec la forme qu'il a parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir de cette forme-là parce que les champignons ont des types de morphologie complètement différentes en fonction de l'environnement dans lequel il a poussé. Le champignon qui va pousser au milieu du bois sous des arbres qui font 40 mètres, des choses comme ça, il va devenir bien gras, bien gros parce qu'il a la bonne fraîcheur, la bonne humidité, les bons nutriments dans le sol ou le bon arbre qui va bien le nourrir. Mais ceux qui sont dans des forêts beaucoup plus pauvres avec beaucoup moins d'hygrométrie, ou qu'on va trouver même des fois juste en bordure, dans la zone en fait qui va faire tampon entre une prairie et une forêt, bah là il va prendre des influences en fait différentes du soleil, du climat, de la température et de l'hygrométrie qui vont faire qu'il va être plus rachis. Et des fois on va le prendre pour un autre, tout simplement. Les champignons, il ne faut vraiment pas se fier
je sens que c'est le bon. Non, il faut faire un petit peu de détermination. Il faut s'intéresser en fait à la détermination. Et d'ailleurs, je voudrais bien... Enfin, je suis pas taxonomiste, moi. Mais c'est vraiment si on veut s'intéresser aux champignons, commencez par faire de la détermination, les amis, parce que non seulement ça va vous sauver votre repas, vous allez faire des heureux parce que vous commencerez à pouvoir ramasser et reconnaître des champignons qui vont faire plaisir à plein de monde, mais surtout vous allez voir la biodiversité des champignons et vous serez obligé de vous intéresser ensuite aux critères qui font que les champignons poussent dans des environnements comme ça, donc à tout ce qui est la symbiose ou la relation saprophytique avec les matières, etc. etc. Parce que en plus, c'est vrai que les champignons, pour les cuisiner, ça se met partout, quoi. On a envie de Partout. On a envie de les mettre partout. Il y a enfin, moi qui aime beaucoup ça, alors, pareil, on est dans une époque malheureuse pour la consommation des champignons, on a trop pollué partout. Les champignons, ils ont cette capacité qu'ont les plantes aussi, en fait, de bioaccumuler des choses comme des métaux lourds, enfin des toxines, des choses comme ça. Et de par ces propriétés-là, en fait, et donc les éléments en plus qui bioaccumulent peuvent aussi accumuler la radiation, parce qu'on en venait tout à l'heure à ça. Oui, on pourrait effectivement dépolluer avec des plantes et des champignons la radiation, mais il faudrait les envoyer sur notre planète une fois qu'ils sont bien chargés, quoi. Parce que quand un être fait de la bioaccumulation, le seul moyen de l'enlever pour que ça ne repollue pas le sol, c'est de le sortir de cet endroit-là. C'est ce que font les champignons. Donc ça, c'est pareil, il faut être très très rigoureux en fait sur les endroits où on va ramasser les champignons. Il y a beaucoup d'endroits où on peut encore en ramasser. Il faut faire attention parce que je dis pas que vous allez tomber malade tout de suite, mais vous allez faire exactement comme le champignon ou la plante que vous allez consommer fait, vous allez faire de la bioaccumulation et il y a des choses qu'on accumule et qui ne s'évacuent pas ni par les systèmes de filtrage naturel du corps, donc pas par les reins, ni par le foie, ni par le sang, ni rien du tout. Donc il faut faire vraiment très attention. Et puis c'est quoi il y a la fameuse comment dire, les pharmaciens à qui son pharmacien à qui on va demander s'il connaît en champignons. Alors ça c'est la tradition, voilà. C'est la tradition. Alors, mais semble-t-il, on m'a dit, méfie-toi parce qu'il m'a dit s'il connaît pas, il va dire bah tu jettes tout. Alors moi je dirais aller voir le pharmacien quand même, parce que lui il va vous dire jetez tout et il aura raison d'ailleurs. Parce qu'au moins le pharmacien va vous indiquer une chose qui est très importante, c'est qu'il faut être humble. Faut être humble avec les champignons. Parce que si jamais on s'est trompé une fois, lui en tant que pharmacien, enfin faut comprendre un petit peu le gars qui va vous avoir dit si celui-là je l'ai reconnu parce que non, ils sont humbles les pharmaciens, ils savent très bien que c'est une matière en fait qu'ils étudient pas de manière extrêmement approfondie, en tout cas pas suffisante pour pouvoir vraiment indiquer aux gens. Par contre, ce que les pharmaciens savent faire, c'est prendre un livre et faire de la détermination macroscopique. À part si le pharmacien est passionné de mycologie, dans ce cas-là, lui, s'il veut vraiment vous aider, même il vous accompagnera, il organisera des sorties botaniques, des choses comme ça. Mais non, les pharmaciens, il faut aller les voir. Il faut aller les voir, en fait, ne serait-ce que pour... Parce que si vous avez des champignons bons et en grosse quantité et qu'il va les reconnaître tout de suite, au moins vous êtes sûr que ce que vous avez dans votre panier, vous allez en faire un bon gueuleton, quoi. Voilà. Ouais. Ils sont stricts et c'est bien. Donc suivons ce conseil. Pour ce qui est la consommation des champignons, en tout cas, ouais. Les pharmaciens sont stricts et c'est bien. Alors, une dernière question avant la pause. On me dit, l'invité pense quoi du couple Claude et Lydia Bourguignon? J'en parlais tout à l'heure à tes pas. C'est... En fait, ce que je vous parle ce soir quasiment vient de pas mal de choses que ces gens-là ont éveillé chez moi dans mon âme de paysan, quoi. D'envie de comprendre, quoi. Bah, comme ceux qui s'intéressent ce soir à cette émission, quoi. Moi, j'en parle de manière vraiment empirique, donc faut pas m'en vouloir si sur certains termes je peux me tromper ou quoi que ce soit. Mais des gens comme Claude et Lydia Bourguignon, bah, c'est des gens extraordinaires. Dans l'avenir, j'espère qu'ils vont commencer à développer un peu plus sur le monde des champignons. Après, ce qui est compliqué avec le monde des champignons, c'est tout ce côté qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Parce que qu'est-ce qu'on a fait des plantes et de notre alimentation pour l'instant? Bah, là, on le voit à l'heure actuelle, les gens sont pas heureux que le progrès en ait fait des OGM, etc. etc. Ben moi j'ai peur en fait que si on s'intéresse aux champignons d'une manière non bourguignonne justement, et ben on en fasse des choses que c'est des solutions dont tout le monde a besoin pour vivre, pour pérenniser l'espèce humaine tout simplement d'un point de vue juste en termes d'espèces, et que les gens les plus pauvres, ceux qui vous nourrissent, c'est-à-dire les paysans, vont devoir acheter en fait pour pouvoir le faire. Voilà donc... Qu'est-ce que je pense de Lydia et Claude Bourguignon Que du bien. Voilà. Alors... J'aimerais bien qu'ils viennent me voir sur mon exploitation pour
pour qu'ils puissent un petit peu jouir de mettre les doigts dans le sol, de le voir se reconstituer comme ça, surtout que je pourrais leur parler de mon précédent cultural, de ce que ça a amélioré et tout, donc je pense que ça leur plairait bien. Bon, en tout cas, peut-être qu'ils verront ces images un jour, qui sait. La régie, elle est prête, c'est normal. Donc on fait la pause thé et puis on revient juste après. Pause champignon aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et puis alors, juste, je voudrais dire, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Même celles qui vous paraissent un petit peu hallucinantes, parce que j'ai pas de tabou en mycologie, j'aime la mycologie, donc j'aime tout en mycologie. D'accord. Voilà. Je connais pas tout, mais j'aime vraiment tout. On parlera de tout, y compris, on a promis des champignons hallucinogènes. Parce que je sais que ça vous intéresse. Ça vous intéresse. Ça, y a pas de problème. Bon, on fait la pub et puis on revient juste après. De retour sur la libre antenne, toujours avec Jérôme Legros et toujours un voyage au monde des champignons. Ça fait penser un peu à la couverture de Tintin à l'époque, la ligne mystérieuse avec les gros champignons. Alors ça aussi, parce que ces champignons-là, alors ça aussi, tu vas nous casser le cliché ou pas, on nous dit toujours que les champignons les plus beaux sont les plus vénéneux. C'est pas vrai. Parce que, alors là, pas vrai du tout. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est pareil, grand mythe à débunker. D'accord. Complètement démonté, parce qu'il y a des champignons qui sont absolument magnifiques. Ils sont vraiment. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir une coulmelle dans un champ quand elle est là, levée en parasol, qu'elle domine toutes les hautes herbes, et puis qu'elle est là avec ses jolies petites squames de son anneau coulissant, les petites striures sur son pied, ça parce qu'elle a un pied chiné. Ça, le pied bleu aussi, qui est un champignon magnifique, qui ressemble aux maisons de Schtroumpf, parce qu'il est violet, en fait. C'est l'Epistanuda, c'est un champignon, les gens, quand ils le voient dans les paniers, ils en ont peur, alors que c'est un des comestibles de la forêt qui est absolument extraordinaire. D'accord. Non, c'est faux. Donc c'est faux. Cliché, d'accord. Donc, complètement faux. D'accord. Parce que il y avait ce cliché, plus les champignons sont beaux, plus ils se rêvaient des deux. On me dit plus de champignons, plus de vie. Plus de champignons, plus de vie, ça c'est sûr et certain. T'étais pour une simple 100% et bonne d'accord, raison, en fait, c'est qu'il y aura plus le rôle de recyclage de la matière organique morte, donc de la nécromasse. Et donc en fait, la vie étouffera sous ses déchets. Voilà, tout simplement. On me dit, que penses-tu des champignons pour faire du bon vin ? Alors, les champignons pour faire du bon vin, c'est des levures. C'est pas tout à fait la même chose que les champignons dont on est en train de parler pour l'agriculture. De toute façon, si le vin est bon, c'est grâce aux levures qui sont utilisées. Et voilà, après moi je suis pas très spécialisé sur la vinification. J'ai bossé dans ma vie d'agriculteur, j'ai bossé en viti, mais c'était pour faire les vendanges, comme tous les petits jeunes qui démarrent en agriculture. Voilà. Et puis les cèpes, ils ont un rôle essentiel au niveau des vignes aussi. Les cèpes, les champignons. Non, toi tu penses le cèpe de vigne en fait c'est le truc, morceau de bois, voilà. Non, mais par contre le cèpe a un rôle prépondérant dans les forêts parce que c'est les champignons mycorhiziens qui sont prépondérants en fait pour la vitalité des forêts. Ces champignons mycorhiziens, ouais. Ces champignons en fait, c'est en fait de la famille des champignons qui n'ont pas de lamelles mais à pores, ce qu'on appelle des champignons à tubes. Et champignons qui sont absolument excellents pour la majorité d'entre eux, sauf quelques-uns qui ne sont pas vraiment mortels, ils sont juste indigestes ou ils ont aussi souvent, comme la nonnette voilée, des champignons qui sont pas durs comme le cèpe de Bordeaux, mais plus mous et tendres. Ils pourrissent très très rapidement, voire même ils ont une sorte de mucus sur le dessus du chapeau en fait, qui peut accumuler en fait autant des métaux lourds que de la pollution de l'extérieur, que des bactéries, etc. Et du coup, faut faire attention avec cela. Mais le cèpe, champignon très très prépondérant dans les forêts, ça c'est sûr. C'est signe de vitalité d'ailleurs d'une forêt de trouver des cèpes, parce que les cèpes ne s'installent pas en tant que premier colonisant dans une forêt qui est en régénération. Certains bolets si, mais des cèpes comme le cèpe de Bordeaux ont besoin vraiment que la forêt soit installée depuis un certain nombre de temps, qu'il y ait une belle biodiversité d'autres champignons avec, pour pouvoir être présent en masse. Moi, j'ai pas fait d'études sur le cèpe en particulier, c'est juste mon expérience de chasseur de champignons. J'aime bien dire chasseur parce qu'on dit que c'est une sorte à cheval entre l'animal et la plante. On va pas dire cueilleur, on va dire chasseur parce qu'on le chasse, il faut le chercher. Et partout où j'ai trouvé des cèpes en grosse quantité, il y avait une extraordinaire biodiversité d'autres champignons, dont certains, et beaucoup d'ailleurs, que je ne connais pas moi-même, parce qu'on ne peut pas connaître tous les champignons. C'est une bonne santé si, je sais pas, je vais dans mon jardin, je vois plein de champignons.
Ça dépend en fait. Si tu vois beaucoup de champignons d'une seule espèce, Non, plusieurs espèces différentes. ah oui, complètement. Ah, c'est plutôt Ah oui, un signe de bonne complètement. Ah santé. bah oui. Ouais. Ça veut dire en fait qu'il y a une grosse biodiversité au niveau des éléments nutritifs du sol, ou alors une grosse biodiversité aussi au niveau des plantes. Parce que si plusieurs plantes en fait ont été mycorhizées par 1, 5 ou 10 champignons différents, une belle biodiversité, hein, Claude et Lydia Bourguignon vous le diront, sur un espace de plantes fait que c'est un endroit qui est sain, quoi. Voilà. Alors, on me dit depuis des siècles, les champignons ont des vertus multiples, dont celle de soigner les maladies. Pourquoi de nos jours ils ne sont plus utilisés? Alors pour être tout à fait honnête, je crois bien dans la pharmacopée française, on les a jamais utilisés. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Tout à fait C'est honnête. chez les Chinois, Là, c'est ça là, que tu disais, ouais. on commence à en voir un petit peu partout, là, des extraits de Cordyceps sinensis, du tramète versicolore. Alors, aussi des champignons gustatifs, le champignon parfumé chinois qui est appelé je me souviens plus le nom japonais, qui est un champignon en fait qui aurait des propriétés anticancéreuses. Il y a d'autres champignons comme ça, le champignon noir chinois qu'on trouve dans les nems, Ouais. qui est en fait un champignon que tout le monde a certainement déjà vu dans un petit bosquet de sureau qui s'appelle le Auricularia auricula-judae, qui a une forme d'oreille rouge en fait. Euh, Ce champignon-là, en fait, c'est le champignon noir chinois. Donc, c'est un champignon qui aurait aussi a priori des propriétés. Je dis bien a priori parce que moi, je suis absolument pas spécialiste là-dessus. Je suis sûr et certain que des champignons ont des propriétés médicinales, mais on n'a pas, moi, j'ai pas la culture, j'ai pas la connaissance en fait pour pouvoir en parler. De même à l'ancienne, on va dire dans les cultures. Alors, en Chine, par contre, Ouais. si, plusieurs milliers d'années que la pharmacopée chinoise utilise les champignons. Et de manière vraiment. Ils en mettent partout, vraiment. Un champignon médicinaux, ils en mettent partout. Le reishi, là, le ganoderme nuisant, ils en font du thé. Je sais qu'en aussi pays de l'Est, Russie, aux États-Unis, commence aussi à le développer. Là, le thé de chaga, donc c'est un champignon en fait nécrotique qui est affilié au bouleau, mais qui a besoin en fait d'être dans un environnement un peu plus boréal que le nôtre. Nous, il fait trop chaud en gros pour que ce champignon-là se développe. Parce que après aussi, voilà, en fonction des espèces de plantes pour lesquelles certains types de champignons sont affiliés, c'est pas parce que la plante sera dans l'endroit qu'on va trouver le champignon. Des fois, on va être trop au sud pour certains champignons, ou des fois trop au nord pour d'autres champignons. Mais c'est pas statique, jamais. Je sais par exemple qu'a été trouvé de l'amanite des Césars en région parisienne, dans la forêt de Fontainebleau. Alors que normalement c'est un champignon qui est connu en fait pour être thermophile, pour vraiment aimer la- les forêts en fait sèches du sud de la France, quoi. Qui est un champignon d'ailleurs qui était consommé à l'époque par Jules César. Voilà, et ça D'accord. restait un de ses mets préférés. D'accord. Mm, mm. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Euh, Jérôme sait où il en est dans la recherche sur les champignons assimilant la radioactivité. Bon, bah, Alors, moi, c'est très simple, hein. Là, je vais bientôt m'équiper en fait d'un, comment on appelle ça, un dosimètre, voilà. Ouais. Parce que justement, j'ai tellement peur de la radioactivité et de la capacité en fait d'accumulation, de bioaccumulation des champignons, que si vraiment à un moment donné, je vais me mettre, parce que je n'en produis pas encore des champignons, je les utilise uniquement en fait pour dégrader mes matières. Au niveau de mon exploitation qui est toute petite, hein, donc faut pas imaginer un gros truc, non non. Et puis en fait c'est énormément d'expérimentation. Donc au point en fait que comme moi je fais vraiment beaucoup de plantes différentes, j'en suis arrivé en fait à imaginer en fait des unités de compostage parcellaire en fait avec des champignons. Donc en fait des sortes de petites stalles dans lesquelles on mettrait de la matière organique et des conditions propices à ce que le champignon intéressé par ce substrat-là se développe pour pouvoir en fait après restituer ça à mon agroécosystème, donc à mon sol, tout simplement. C'est pour aider en fait le sol à aller plus vite. Parce que le sol dans la nature subit la saisonnalité. Les gens qui font de l'horticulture d'intérieur le savent très très bien, puisqu'ils font de l'horticulture d'intérieur pour pouvoir lutter contre la saisonnalité. Qu'on puisse avoir des tomates quand on fait des tomates sous serre, etc. On peut même en faire pousser en hiver, c'est pour lutter contre l'effet de la saison. Parce que la nature n'est généreuse qu'à un certain moment. Après, elle a besoin de se reposer. D'ailleurs, des années où on n'a pas de champignons, ça peut être parfois parce que la nature ne s'est pas assez reposée. D'accord. Voilà. Les champignons, en plus, il survit au gel, etc. À l'hiver, il est vraiment résistant. Quand même. Alors, Ah, le mycélium va se mettre en phase de dormance à l'hiver.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que l'hiver arrive, il y a eu l'automne. Donc en fait, il y a eu un manteau de feuilles qui est tombé, normalement, si on ne l'a pas enlevé, sur la totalité en fait le dessus de la rhizosphère donc d'une forêt, et qui donc va faire en fait le manteau protecteur du mycélium. Mais le mycélium peut geler et mourir. C'est évidemment le manteau le protège, oui. Oui, tout à fait. Après, tu as des champignons qui poussent l'hiver. Des champignons notamment qui dégradent le bois, dont un champignon médicinal qui s'appelle la colibie à pied velouté. Un champignon médicinal dans la pharmacopée chinoise, parce que pas d'allégation thérapeutique. C'est interdit, oui, par la loi. Tout à fait. Ce champignon-là, moi j'en ai trouvé en masse, pas très loin de Cergy-Pontoise, là. En fait, dans les endroits où tu as des gros troncs de bois qui sont tombés à terre, je trouvais la colibie en touffe comme ça qui poussait dans les excavations en fait, des troncs qui avaient été faits par les insectes, les choses comme ça. Donc lui, il sort, là en ce moment, on pourrait éventuellement en trouver. Voilà. Il y a des champignons comme ça qui ne sortent que l'hiver. La pleurote aussi aime beaucoup l'hiver. Ouais. La pleurote aime beaucoup l'hiver. Et qu'est-ce qu'il en est de la truffe? C'est vrai qu'on me posait une question en plus. Alors, la truffe. La truffe, c'est vraiment un champignon à part. Ah. C'est un champignon Alors, explique-nous, parce que la truffe, complètement à part. ça coûte plus cher que le platine, ça coûte... Enfin, voilà. Alors, par rapport à pas mal des champignons qu'on parlait avant, en fait, on classe en gros, parce que comme je vous disais, je suis pas taxonomiste, les champignons en deux grosses familles pour pouvoir les reconnaître un peu plus facilement. On va voir les basidiomycètes et les champignons ascomycètes. Les champignons basidiomycètes, en fait, c'est ce qui regroupe tout ce qui est les champignons à lamelles, à pores ou pas de pores, éventuellement, mais dont les spores, en fait, sont produits au niveau de l'hyménium du champignon par des basides. Les ascomycètes, c'est les autres. C'est ceux, en fait, qui n'auront pas de basides et qui vont produire, en fait, des spores au niveau de leurs asques. Et donc, en fait, Ce qu'on appelle juste les spores, c'est des petites choses qui s'envoient pour se reproduire. Voilà, c'est son gamète, en fait, c'est pour pouvoir se reproduire. C'est pour pouvoir, en fait, balancer à l'extérieur de lui-même, en fait, et que, éventuellement, son gène tombe dans un environnement propice et le reproduise ailleurs. Comme il ne peut pas se déplacer pour aller chercher sa bouffe quelque part, sa stratégie à lui pour pouvoir coloniser partout, c'est de faire des millions et des millions de spores. D'accord, voilà. Qui s'envolent et qui vont tomber... Ce qu'il aurait pu faire comme le cocotier, 10 noix de coco, mais il ne poussera que autour de lui. Voilà. C'est vraiment pour se donner un maximum de chance. Ces êtres-là ont développé la stratégie de manière à en perdre 90% et que tu n'en aies que quelques pourcents qui soient viables. Et donc la truffe, en fait, c'est un champignon hypogée qui vit sous le sol et se reproduit sous le sol. D'ailleurs, il fait pas de lamelles, il fait en fait ses gamètes reproducteurs à l'intérieur de ce qu'on appelle le glébat du champignon. En fait, c'est dans sa chair à l'intérieur. Et en fait, j'ai lu un article il n'y a pas très très longtemps sur la trufficulture, parce que quand j'ai fait mon BPREA au CFPPA agricole, là, j'ai fait un UCAR de trufficulture, où j'ai appris donc à reproduire de la truffe pour pouvoir la mettre en culture, puisqu'on fait de la truffe cultivée en fait dans la Drôme provençale. Et en fait, j'ai lu un article qui était assez marrant, on lutte beaucoup en fait dans le milieu agricole contre les ravageurs qu'on appelle les rats. Les rats, les souris, les choses comme ça. Et en fait, on a découvert que dans les endroits où il y avait énormément de souris, en fait, de souris qui aiment bien faire leur galerie dans le sol, etc., on faisait des récoltes extraordinaires de truffes. Et en fait, pour une raison très très simple, c'est que les souris, en faisant leur galerie comme ça, elles adorent se nourrir de la truffe qu'elles trouvent au pied des racines, et du coup, comme elles font des galeries qui peuvent des fois partir à plusieurs centaines de mètres de l'endroit où la truffe a été mangée, elles envoient la truffe, elles disséminent en fait les spores de la truffe dans leurs excréments, dans les résidus de relief de nourriture qu'elles peuvent avoir sur leurs moustaches, etc. Donc en fait, la truffe, parce que contrairement aux champignons qui peuvent balancer leurs spores à l'air libre et que ce soit emporté par le vent, la truffe, elle est enfermée dans le sol. Donc, comment elle fait pour pouvoir se reproduire? Elle utilise en fait la zoochorie, l'entomochorie notamment, donc les insectes. Il y a une mouche, plusieurs mouches même, qui sont un peu spécialisées sur la truffe, donc qui pondent leurs œufs en fait. Ils arrivent à reconnaître en fait. La truffe d'ailleurs balance des phéromones odorantes à l'extérieur, puisque les chiens et les cochons trouvent la truffe grâce à son odeur. Les mouches aussi, d'ailleurs on peut aussi chasser la truffe à la mouche. C'est très compliqué, mais on peut chasser la truffe à la mouche. Et du coup, en fait, la truffe, pour pouvoir se reproduire, si elle n'a pas l'humain pour le reproduire, on en revient toujours à ça, elle utilise les insectes et aussi les souris. Voilà. Entre autres, parce qu'on connaît très très peu en fait
Réellement, on connaît très très peu sur les champignons. Beaucoup de gens vont être des spécialistes en fait d'une science qui vient de naître, on va dire. En trufficulture, par exemple, on n'a toujours pas résolu le problème de la... Il y a trop d'azote en fait dans les sols sur lesquels on a planté des truffières maintenant dans la Drôme provençale. Et trop d'azote, ça fait un trop fort couvert végétal en fait sous les arbres porteurs de truffes qu'on voudrait truffier. Et du coup, ça fait de la compétition avec la truffe qu'on voudrait qu'il se développe au lieu que ce soit d'autres espèces de champignons ou pathogènes tout simplement de l'arbre ou de la truffe qui se développe, quoi. Et on y arrive à cultiver la truffe, Bien sûr. Ça marche bien. Puis alors, je vais révéler un secret parce que Allons-y. comment faire pousser de la truffe? Vas-y. J'ai été scié en fait parce que c'est un truc que je me doutais que ça pouvait fonctionner comme ça en connaissant donc plus ou moins le système reproducteur des champignons. Et en fait, j'ai eu la surprise de voir le formateur arriver avec un mixeur, de l'eau et des truffes. Et des glands et des chênes. Des petits chênes comme ça qui avaient été mis à germer en fait. Dès qu'ils ont commencé à germer, qu'ils ont un petit peu de racines. L'idéal, c'est quand ils commencent à avoir 3, 4, 5 feuilles comme ça. Et c'est là que le côté économique arrive. Un substrat qui a été développé. Parce que la truffe, en fait, pour pouvoir vraiment bien se développer, Tuber melanosporum, qui est cultivé dans la Drôme, a besoin d'avoir du calcaire actif dans le sol. Sans calcaire actif, en fait, elle n'arrive pas à se développer. Aussi bien, en tout cas. Et du coup, la recette pour faire pousser de la truffe, c'était... Il a mis de l'eau dans le mixeur, il a pris la truffe, il l'a mise fraîche dans le mixeur, il a mixé le truc comme ça, et après on a étalé ces substrats qui étaient en fait une sorte de papier sopalin avec un petit peu de sol tout simplement dedans, pour permettre à l'arbre qu'on allait poser ses racines dessus de se nourrir, le calcaire actif pour que la truffe dise ouais je suis dans un environnement propice pour moi, et après on prend une cuillère à café et on saupoudre les racines avec du thé de truffe, quoi, on va dire, sur les racines. Ensuite, on ferme ça, on met dans le sol. Et en fait, c'est l'itinéraire technique de culture de la truffe ici en France. Voilà. Et après, une truffière, elle peut être porteuse de truffes au bout de 6-7 ans, pas avant, quoi. À 6-7 ans. Ah oui, faut attendre. Ouais. Parce que c'est un champignon qui vaut très très cher, mais c'est le temps d'implantation, hein. C'est comme les histoires de BRF. Moi, quand je fais mon BRF, en fait, je ne mets pas de BRF sur mon sol. Sauf si j'ai déjà mis du bois raméal fragmenté. C'est la même chose, en fait, parce que le bois raméal fragmenté est utilisé en permaculture. Parce que je vois là, c'est de la permaculture. Ah oui, c'est de la tout à fait. permaculture et de sa cote. Ouais, mais bon. Et en fait, le BRF utilisé en permaculture, mais tous ceux qui utilisent le BRF en permaculture savent que si jamais on met du BRF frais dans un sol qui n'a jamais consommé de bois, on va avoir en fait une fin d'azote. Fin d'azote, pourquoi? Parce que des champignons et des éléments qui vont commencer à consommer le bois vont avoir besoin de l'azote du sol pour pouvoir manger ce bois-là. Problème d'ailleurs qu'on résout plutôt bien si jamais à notre BRF on rajoute quand même un petit peu de feuilles. Moi je sais que quand je fais mon BRF, je prends tout, les ronces, toutes les petites branches qui font moins de 2-3 cm de diamètre, avec les feuilles, je broie tout et je mets. Et pas de fin d'azote, puisque les plantes qui poussent au pied de ce BRF que je mets en stalle de compostage. Parce que je le composte un an avec le mycélium, le temps que le mycélium colonise, et ensuite je le pose en couverture dans le sol. Je l'enfouis pas. Je le pose en couverture sur le sol. On me dit, je me suis toujours posé comme question, pourquoi est-ce qu'il y a des champignons comestibles, comme les trompettes de la mort ou les cèpes, et d'autres qui ne sont pas, voire pire, qui peuvent être mortels, tels que les champignons de la famille des amanites, qui contient le champignon le plus dangereux, l'Amanita virosa, plus connu sous le nom de l'ange de la mort. Alors, Amanita virosa, mais l'Amanite phalloïde, c'est quand même considéré comme le champignon le plus mortel qui existe, quoi. Alors, ces champignons-là, Très, c'est quoi? J'en mange, je m'en mets dans ma pizza, c'est terminé? C'est terminé. Après, il y a eu des remèdes. Il y a eu des remèdes qui ont été trouvés en fait pour ne pas mourir d'une intoxication à l'Amanite phalloïde, mais je vais pas en faire pas en faire la promotion ni la recette. Mais où est-ce qu'on les trouve ces champignons là? Partout. Partout, surtout l'Amanite phalloïde, vraiment on la trouve dans les endroits où on trouve les meilleurs champignons, donc du coup il faut être très très rigoureux. Parce que l'Amanite phalloïde, en fait, on peut la confondre très facilement avec... tu as entendu parler du rosé des prés? Rosé des prés, non? Même famille, champignon de Paris. Voilà, champignon de Paris, qui est le champignon le plus cultivé en France. C'est de la famille des agariques, en fait. Je les trouve où, ces champignons? N'importe où, tu te dis, en France? Rosé des prés, dans les prés.
D'accord. L'amanite phalloïde, elle a cette particularité en fait de pouvoir pousser autant dans le bois qu'en lisière de bois. Moi j'en ai trouvé dans les prés. C'est vraiment un champignon qui n'est pas exigeant du tout Mais ça fait quoi quant comme à son effet? lieu Ça de pousse. provoque un arrêt cardiaque? Ça tue. Alors, il y a Ouais. plein de toxines. Je connais pas les. Ouais. Je suis pas chimiste pour pouvoir parler des toxines. C'est toxique. Point barre. Quoi. C'est D'accord. des champignons qui sont considérés comme mortels à très très petite dose. D'accord. Donc, Donc mes meilleurs ennemis, je leur fais une quiche, je leur mets des exactement. Avec un champignons petit et peu d'amanite tout passe phalloïde, bien. au lieu de mettre Venez manger à la maison, les gars. au lieu de mettre du cèpe de Bordeaux. D'accord. Ah, mais je vais préparer des tartes. Après, il y a des champignons qui soupeux. étaient considérés comme. Il y a des champignons qui étaient considérés comme comestibles, comme le Gyromitre esculentes, Mhm. qui est un ascomycète en fait de la famille des morilles, mais qui contrairement en fait à la morille ne fait pas des petites alvéoles sur son chapeau, fait des circonvolutions cérébriformes. On dirait un peu du cerveau quoi, avec un gros pied blanc comme la morille. Et en fait, ce champignon-là, en fait, des gens ont été intoxiqués par ce champignon-là après l'avoir consommé, soit parce qu'il n'a pas été suffisamment cuit, Ouais. Mhm. soit parce qu'il n'a pas été bien conditionné, parce que en fait les champignons comme les morilles, la morille est toxique en fait, les gens ne le savent pas, mais la morille fraîche c'est toxique. Si on mange la morille crue c'est toxique. Elle a des toxines en fait qui sont hémolytiques, qui vont détruire les globules rouges. Et en fait, ces toxines-là, par contre, sont ce qu'on appelle thermolabiles, c'est-à-dire qu'en fait, elles disparaissent, leur action en tout cas disparaît au séchage ou à la cuisson. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment bien bien faire cuire les champignons. D'autres champignons aussi, comme le clitocide nébuleux, étaient très très consommés, surtout en période de famine et de disette. Mais c'est un champignon en fait qui affectionne vraiment les sous-bois très 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 humides, avec de la matière pourrissante, voire même putride. On le trouve partout ce champignon-là. Et le problème qu'il a, c'est que s'il n'est pas consommé très jeune et très propre, il peut faire des super gastro-entérites, il peut vraiment D'accord. rendre très Même les très morilles, malade. donc faut bien les cuire. Parce que ça, Ah, les on- morilles, la morille crue est un champignon toxique. Si on ne sait pas ça, en fait, Les on peut... champignons de Paris, non? Non, champignon de Paris, non. Ça, on peut consommer cru. Cèpe de Bordeaux, on peut le consommer cru. Il y a beaucoup de champignons qu'on peut consommer cru. D'accord. Oui, parce que Si j'ai ils vu des sont- gens manger s'ils des sont frais champignons et crus. propres. Là, ouais. Parce que s'ils sont Frais et propres, ça c'est frais important. et propres. Alors, même Ah quand oui, je les oui, achète oui. au supermarché, j'ai intérêt à les laver. Ben moi, je les achète pas au supermarché parce que je vois. Enfin, j'ai vu ce que je vous disais la dernière fois, j'ai vu les girolles dans l'état où elles étaient. Je savais que si jamais je les consommais et que je les cuisais mal ou que j'étais dans un état un petit peu fébrile ou quoi que ce soit, ça pourrait me rendre malade. Donc il faut être vigilant parce que des gens ramassent des champignons des fois mais ne connaissent pas forcément en fait ces problèmes qu'on peut avoir avec les méthodes de conservation des champignons parce qu'on croit que ça vit parce qu'il reste beau comme ça, hein, mais très très vite en fait ces champignons peuvent attirer des bactéries mycophages peuvent se développer dessus et le couvrir de toxines quoi, et donc nous rendre malades quand on va avoir envie de le consommer. Alors, on me dit, je repose la question différemment. Bon, on n'avait pas vu la première, tout va bien. Sait-on reproduire tel ou tel champignon ou faut-il savoir préparer le sol pour favoriser leur arrivée? Voilà. Je connais la culture du champignon de Paris, mais pas le reste. C'est normal, c'est parce que c'est un champignon, ça profite. Alors ça dépend ce qu'on veut faire. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors les champignons symbiotiques, c'est difficile de les faire cultiver. C'est très difficile. Moi, je fais de l'expérimentation d'ailleurs en ce moment pour voir si ça peut fonctionner comme la truffe. On cultive beaucoup plus les champignons saprophytes, qui se nourrissent en fait de matière organique morte. Notamment donc la pleurote, champignon de Paris. Qu'est-ce qu'on fait On fait énormément de champignons saprophytes aussi pour la médecine. En Chine, on fait le ganoderme luisant, qui pousse aussi sur du bois.